les lettres beaucoup mieux, si vous l'avez pris sur l'ordinateur. Parce que là, on ne peut pas le voir présenté comme ça. Est-ce que vous avez le titre où il y a le songe d'Épiménide? Oui, mais c'est la première page. Il faudrait le mettre dans un zoom, alors, quelque chose qui soit plus gros, alors. Plus gros, parce que moi je ne vois pas du tout. Tout à l'heure on voyait, c'était plus illuminé, on voyait mieux. Ah voilà, là par exemple on commence à voir, oui. On voit par exemple hospitalier, là. On voit hospitalier, on le voit bien mieux dans le coin. Ah, c'est ça, le réveil, et bien là on voit, est-ce que vous voyez derrière? On le voit. Dans l'ordre combiné, en l'an 2000, réveil d'Épiménide. Il y a quelque chose après, réveil d'Épiménide et Jaffar, ah c'est ça, quelqu'un qui avait Jaffar, dans l'ordre combiné, en l'an 2000, son voyage de Tyr à Sidon. C'est les seules choses que je peux dire. Bon, pourquoi vous avez fait cette éteinte? Pour mieux voir, René. Ah oui, vous n'y verrez pas, vous. Si, vous inquiétez pas, c'est bon. Bon, et bien alors nous avons cette séance-là de travail véritablement scientifique, au sens littéral même du terme, puisque ce sont des décrypteurs de documents et archivistes qui nous ont permis de déchiffrer ce texte de Fourier. Je pense que le mieux, étant donné que Constantin Hirodotou, qui est l'inventeur, si l'on peut dire, c'est-à-dire l'initiateur de cette mise au clair du songe du réveil d'Épiménide, en fera également un commentaire analytique et philosophique. Je pense que le mieux serait de donner la parole en premier lieu à Stéphane Causson et Anne Pichard, qui sont nos invités et qui font la faveur d'être venus pour présenter les résultats de leurs recherches. Et je vous donnerai donc tout de suite la parole. Et ensuite, c'est ça, il faut faire vite, parce que Causson doit prendre l'avion. Ouh là là, malheureux, c'est affreux, alors dans ce cas-là, il faut... Et où il est cet avion? Il faudrait le voir. Il y avait quelque chose de très bien, il y avait un homme que l'on voyait hier, qui descendait au-dessus d'une centrale nucléaire, non pas en avion, mais en une sorte d'appareil qui était absolument terrifiant, et qui lui permettait, qu'il a fait prendre d'ailleurs, et qui lui permettait de voler. Bon, puisqu'on ne dispose pas de cet ascenseur, de cet appareil, qui est d'ailleurs tout à fait fourriériste dans sa conception, cette aile volante, cette sorte d'archibras, qui ressemble à un archibras fourriériste, on vous donne la parole tout de suite. Alors, monsieur Causson, vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Causson, je suis généalogiste depuis une douzaine d'années et je travaille principalement sur Midi-Pyrénées. Et donc, Constantin Hirodotou m'avait demandé de lui transcrire des écrits de Charles Fourier. Puis, au vu de ce qui a été transcrit, il a pensé à ce séminaire. Alors peut-être tout d'abord une petite définition de la paléographie. La paléographie est l'étude des écritures
manuscrite ancienne, quelle que soit la langue utilisée. Trois difficultés nous empêchent souvent de lire les documents anciens. La graphie d'une même écriture qui évolue à travers le temps. Je vous ai mis un exemple par exemple, de la lettre E. Donc notre lettre E, telle que nous l'écrivons, c'est celle-ci. Au XVIIe siècle, c'est ceci. Vous voyez vraiment la différence. E, aujourd'hui, XVIIe siècle. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, de nombreuses abréviations qui sont utilisées et que le paléographe doit connaître. Une des abréviations, c'est ce qu'on appelle le neuf-tironienne, ceci, donc, qui veut dire comme, C-O-M, ou quand, C-O-N. Ici. Troisième difficulté, la datation du document. Donc, on va essayer, par le biais de l'écriture, par le biais du papier, de dater le document. On va essayer aussi de le dater par le biais des filigranes. Donc voilà, trois difficultés pour comprendre. Qu'en est-il pour Charles Fourier? Alors Charles Fourier, c'est une écriture typique de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Son orthographe est différente de la nôtre. Par exemple, pour les mots finissant en ENT ou ANT, le T est supprimé au pluriel alors qu'il existe au singulier. Donc si on écrit, je vais mettre là, enfant au singulier avec un T, enfant au pluriel sans le T mais avec un S. Il n'y a pas toujours de majuscule initiale, que ce soit au nom propre ou que ce soit en début de phrase. De plus, elles ne sont pas du tout gérées comme maintenant. Charles Fourier met des majuscules quand il veut donner au mot une fonction émotionnelle. Donc quand il veut appuyer sur ce mot-là. De plus, elles ne sont pas écrites comme nous les écrivons actuellement. Alors, qu'est-ce que nous avons comme... je regarde. Là, c'est encore... le R est un peu compliqué, mais sinon, là, il nous les fait à peu près de manière identique. Les lettres sont parfois confondues. Le plus bel exemple sont ce qu'on appelle les lettres à jambage. Si vous trouvez des... Donc je disais, les lettres sont parfois confondues. Le plus bel exemple, c'est ce qu'on appelle les lettres à jambage. N, U, V. Elles sont écrites de manière identique. Et seul le contexte permet de faire la différence. Un N, un U, un V écrit vraiment de manière identique. De même pour les M. Seul le contexte permet de savoir s'il s'agit d'un M, s'il nous a écrit IN ou NI. Dans les trois cas, vous avez trois jambages.
effectivement des gens qui... C'est pas ça. Eh? Là, voilà, on va avoir un bel exemple. Autre exemple, il ne met pas toujours de barre sur les T. Et il nous écrit les L comme les T. Donc à nous de savoir laquelle des deux lettres c'est. Les S et les F sont identiques. Là, vous avez un S à l'ancienne. À l'ancienne. C'est-à-dire que, alors, chez Fourier, on voit bien la différence. En général, le F, il fait vraiment une boucle vers l'avant. Et là, il n'y a pas de boucle du tout, donc parfois on peut hésiter. Et les S en fin de mot sont nos R d'imprimerie. Donc sur les côtes. Parce que Le S ici, il ressemble assez au R de tien. Charles Fourier ne met pas d'accent, pas de ponctuation. Donc à nous de les rétablir. On dirait qu'il écrit vite. Non, c'est l'habitude du XVIIIe siècle. Pas d'accent, pas de ponctuation. Pas de Voilà. majuscule. Pas de majuscule ou quand on en a envie. Charles Fourier, on a de la chance, il nous met les points sur les i, mais pas toujours au bon endroit. Comme on travaille sur des photos et que le papier a vieilli, on ne sait jamais s'il s'agit effectivement d'un point sur un i ou d'une tache du papier. À nous de savoir faire la différence. Son geste d'écriture de certaines lettres n'est pas le même que le nôtre. C'est le cas par exemple du P. On en a un magnifique. Nous, le P, on commence par monter et ensuite on dessine notre jambage. On monte, on dessine notre jambage, on remonte, on fait notre P. D'accord? Lui, son P, il part d'ici. Il commence par monter le jambage et ensuite il nous trace le reste. Vous voyez, nous on commence par là et on monte. Lui il commence ici, le bas du jambage. Donc ça a l'air rien comme ça, sauf que la lettre n'est pas forcément la même que la nôtre. Il faut vraiment déterminer, vous voyez le P, il ne le ferme pas. Alors que nous on le ferme. Donc parfois, quand il nous met des lettres trop côte à côte, on ne sait pas si c'est un P ou si c'est une autre lettre. Les lettres finales peuvent tomber sous la ligne, ce qui est typique d'une écriture du 18e. Alors si on a un N sous la ligne, quelque chose comme ça. Donc quand je dis tomber sous la ligne, c'est comme ça. Par exemple, nous, au lieu de faire un N de cette manière-là, on ferait un N comme ça. Vous voyez? On nous ferait quelque chose comme ça. Sachant que là, vous avez d'autres lignes. Donc à nous de savoir si c'est une lettre qui descend sous la ligne ou si c'est autre chose. Pouvoir se voir dans le moment, mais peut-être pas dans toutes les photos. Le groupement des syllabes ne correspond pas toujours au mot. C'est-à-dire qu'il peut lier la première syllabe d'un mot au mot précédent et la deuxième syllabe d'un mot au mot suivant. Et entre les deux, vous avez un espace. À nous de savoir mettre le mot
comme il faut. Parfois les lettres se confondent sur plusieurs lignes. Comme en plus il nous a écrit entre les interlignes, vous voyez la difficulté qu'on peut avoir. Il nous faudrait, c'est quelle photo vous avez au niveau des photos 22, je pense, vers la fin. Oui. Il écrit des lignes entre les lignes. Photo 4, je pense. Photo 16. Photo 16. Photo 16, oui. Voilà. Bon, très bien. On doit avoir des photos plus belles encore. Mais... Voilà. Oui, alors on l'a pas toujours. Fourier abrège les mots en mettant 2 points à la fin de ceux-ci. Mais pas toujours. Il ne peut y avoir que la première syllabe, voire que la première lettre. Anne vous expliquera un bel exemple. Oui. Non. Ah, non. 15. Juste avant, c'est d'avant. Voilà. Voilà, vous avez des exemples d'abréviation là, où il nous met 2 points. Donc alors ici, vous avez, en fait le mot, je vous le dis, c'est fraternité. Voilà. Donc déjà le F qui peut se confondre avec le S à l'ancienne. Ensuite, bon, le R ça va, le A ça va à peu près. Et ensuite le T qui n'a pas de barre. Et puis les 2 points, débrouillez-vous. Voilà. C'est fraternité, fraternellement, voilà. Ce que vous voulez. Et, voilà. Et ensuite l'hospitalité, puisqu'il parle des 3 vertus cardinales, enfin, selon lui, donc charité, fraternité, hospitalité. Donc voilà, les 2 points signifient... Oui, ça c'est la notion du texte, ça c'est le contenu. Là c'est marqué les 3 vertus cardinales. Donc en fait c'est ensuite en lisant la suite du texte qu'on peut comprendre que ça c'est fraternité, parce que au premier abord c'est vrai que c'est un petit peu ici. C'est un petit peu abscon. Voire il ne peut mettre que la première lettre pour comprendre le mot. Donc par exemple, on va donner tout de suite les AMMA. Voilà. Donc à plusieurs reprises dans son texte, il cite Épiménide parle des AM, A-A-M. Donc ça donne ça. Et A. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre, et en fait il s'agit des abstractions multiples et des méthodes analytiques. Voilà. Alors on est supposé comprendre. Alors à un moment donné, ça apparaît en entier dans le texte, donc on arrive à dire ça y est, ça voulait dire ça. Et c'est vrai quand on a juste des initiales comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc il abrège des mots, et puis en plus il peut nous oublier des paragraphes. Et quand il nous oublie des paragraphes, il dessine ce qu'on appelle un guidon. Quelque chose qui peut ressembler par exemple à ça. Voilà. Ça, nous avons un beau guidon. Donc vous voyez, il nous fait une sorte de plus avec 3 points. Après, et donc photo suivante. Voilà, ici. Et donc là, vous avez tout un paragraphe, vous voyez. Et donc voilà le guidon. Donc on sait qu'à partir de là, ce paragraphe-là va s'insérer à l'endroit où on a le guidon en haut. Je voudrais vous demander quelque chose. Excusez-moi si je vous interromps. Non, je vous en prie. Il y a dans votre transcription, dans la première page, si vous l'avez,
Donc c'est la première page, réveil d'Épiménide. Bon, on a vu, ils vont en 1806, ils se réveillent en 2000, Oui. si vous voyez la référence, le 1er juin de l'an 2000 à 5 heures du soir. Est-ce que vous pourriez le faire passer là, parce qu'on pourrait la voir? Où est-ce qu'il est marqué? Ça va être marqué. Non, ça c'est les débuts. C'est dans la première page Première page. Voilà. où il y a, vous avez leur voyage de Tyr à Sidon, et supposons donc qu'ils aient quitté Paris, ce qu'on avait vu tout à l'heure qui était affiché, mais là c'est le 1er juin de l'an 2000. En 1906. Vous l'avez marqué là? À 5 heures du Là, soir. nous avons 1806. En 1806. C'est là le 1er juin de l'an 2000. Non, ça c'est 1806. C'est le moment où il s'endort. Comment? Non. Et le 1er juin. Le 1er juin est en chiffres. Oui. De l'an 2000 est en chiffres. À 5 heures du soir est en chiffres. Il s'est barré. Épiménide est éveillé par le bruit d'une C'est troupe plus bas. nombreuse. Est éveillé par le bruit d'une troupe nombreuse. Il faudrait voir où ça peut se trouver. Voilà, c'est Alors, là. le 1er juin. Le 1er juin de l'an 2000. Il est là. Alors, élevant la tête, bon, il voit avec effroi des géants et des géantes. Bon, on le lit fort bien. Les hommes paraissent. Où est-ce que vous avez les hommes? C'est trop là. Voilà. Les hommes paraissent Les hommes paraissent Avoir 7 pieds. avoir 7 pieds et les femmes 6 pieds et demi. Voilà. Où est 6 6 pieds et demi. et demi. Ensuite, ils craignent. Ils craignent d'être. Alors, vous avez mis. Alors, d'être dépouillés. Oui. Mais vous avez mis le petite lettre, vous avez mis tabou. Ils craignent d'être tabou, dépouillés des 500. C'est les petites lettres en dessus, ça ne peut pas être tabou. Parce que ça n'existe Alors, pas, le mot tabou. Vous ne pourriez pas le grandir, ce mot. Si, là, Là. si, c'est à nous. Est-ce qu'on peut le grandir? Ah oui. Si, si, c'est où ils craignent. Ils craignent d'être dépouillés. Là, il faudrait Là, le ici. grandir pour voir. Le grandir, c'est ça. D'être. Ils craignent d'être. Ah bah si. Alors, Ce n'est certainement pas tabou. Ça n'existait pas, le mot tabou. Ils craignent d'être. D'être. Ben, je pense que ça peut être d'autres. Et À moins que ce soit un d'abord qui soit complètement déformé, mais c'est pas un D. ça dépasse l'imagination. Parce que ça ressemble bien à un D. Ils craignent d'être. Ça Tabou. ressemble Oui, bien à un mais ça ne D. peut pas exister, ce mot n'existe pas. À cette époque, il ne pouvait pas être introduit dans le vocabulaire, puisqu'il a été introduit plus tard par les ethnologues, et il n'existe pas dans le vocabulaire de Fourier. Donc, c'est un impossible linguistique à ce moment-là. Donc, ce n'est certainement pas ça. Il craint d'être dépouillé. Oui, des 500 Là, des 500 louis d'or. 500 louis. Voilà. Et pourtant, c'est bien. Ah oui, c'est C'est tabou. étrange. Et Oui. il a écrit en sur écriture, en dessus de ligne. Il a inventé le mot. Oui, enfin, pour Qu'est-ce que ça veut pour dire? nous, ça va. Quoi le mot? C'est bien un banc. Parce que c'est pas un D, ce que vous voyez. Oui, c'est étrange. Là. Ça c'est un D. Donc dépouillé, c'est parfait. Il craint d'être dépouillé. Donc, Et qu'est-ce ça- qu'il a pu vouloir mettre en dessus? C'est ça qui est étrange. Parce que où est-ce qu'on a un D
Et quelle est la fonction de ce petit mot? C'est une bonne question, ça on n'a pas toujours les réponses. Mais redescendez un tout petit peu. Les hommes paraissent Non, avancer de ça. dans le sens. Voilà. Vous voyez, regardez, là on a un T. Oui. Ça ressemble bien quand même. Parce que quand on n'a pas forcément les mots, on compare lettre par lettre. Et donc là on a un T, ça ressemble bien. Bon là on a un A, ça ressemble aussi. Non, là c'est très bizarre. Les hommes paraissent, c'est parfait. Avoir cette pièce, c'est parfait. Donc là on a un O qu'on peut comparer ici. Ça n'a pas tellement d'importance. Ça n'a pas d'importance, mais c'est vrai que ça nous paraît bizarre d'être. Oui, c'est ça. Et quelle est la relation entre eux? Il craint d'être dépouillé par des hommes qui sont des géants. Oui. Ça c'est compréhensible. Oui, oui, oui. Mais le mot qui apparaît. Ça n'aurait de sens que si ce mot tabou avait un sens à l'époque de Fourier. Or, il n'existe pas, c'est pas le grand problème. Mais le problème, c'est qu'on ne lit pas autre chose. Donc. À moins que ça ait été ajouté par une autre main. Il faudrait savoir quand est-ce que le mot tabou a fait son apparition dans le vocabulaire français. Il faudrait chercher l'apparition de tabou, qui est un mot introduit par les ethnologues, qui existait au XIXe siècle, puisque Freud a écrit Totem et Tabou, mais qui n'existe certainement pas plus tôt. T-A-B-O-U, tabou. T-A-B-O-U. Non, T-A. C'est un mot mélanésien ou je ne sais pas quoi. De Murnau, Il a tabou dû de être Murnau, c'est introduit polynésien. dans les... Ah, tabou, c'est polynésien. On va regarder. Non, on va regarder. Tabou. Ne vous inquiétez pas. Oui, je crois que c'est polynésien. Oui. Ouais. Parce qu'effectivement, si on le voit, sauf le U qui se redresse, Oui. laisserait penser à une autre lettre. Parce que si le U était final, à mon sens, il ne se redresserait pas. Peut-être que si, puisqu'il a dépouillé, se redresse, Oui. mais... On vérifiera ce que ça peut être, mais on vérifiera ce que ça peut être d'autre. il faudrait chercher. Oui. Non, mais... Si le mot existe, à ce moment-là, ça serait intéressant parce qu'on verrait que Fourier a utilisé ce mot et il faudrait savoir que c'est qu'il l'a pris parce qu'il lisait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Tabou est un mot que l'on retrouve dans toutes les langues polynésiennes, Oui. sous la forme tapu, T-A-P-U, Et quand est-ce qu'il a été ou kapu, K-A-P-U. Il fut popularisé en Europe par James Cook au retour de sa première... Ah, ça c'est... Si, James Cook. Bon, si c'est James Cook, c'est possible. C'est 18e. Ce qui n'est pas impossible. Oui. C'est tabou. Donc ça serait intéressant. Le problème de ces... Oui, ça serait rare d'ailleurs cette utilisation. Donc ça prouverait qu'il l'a rajouté parce qu'il l'aurait lu quelque part et qu'il y aurait donc un élément d'interprétation supplémentaire, c'est-à-dire qu'il introduirait là, dans la mythologie ou sinon dans l'histoire grecque ancienne, quelque chose qu'il a lu dans la relation d'un voyage en Polynésie. Ouais. Donc ça serait intéressant du point de vue de la documentation, de l'utilisation par Fourier de sa documentation. Mais de toute façon, vous avez... Parce qu'on voit, effectivement, c'est comme une réflexion. Il craint d'être... Oui, c'est une réflexion. Oui, c'est ça. Alors peut-être s'il a vu... Et qui veut dire quoi, tabou?
Mais justement, on ne doit pas toucher le tabou. Donc on ne peut pas le dépouiller, le tabou. Attends, tu arrives à lire, c'est tout petit. Oui. Durant lequel il séjourna à Tahiti, Cook, il désigne dans la littérature ethnologique une prohibition à caractère sacré, dont la transgression entraîne un châtiment surnaturel. Donc c'est bien ça. Oui, en tahitien, entre autres, le contraire de tabou se dit Noah. Oui. Et ça, c'est encore... Mais donc, ça serait pas impossible à ce moment-là. Mais ça serait vraiment tout à fait intéressant comme introduction de mots. Par extension, le terme tabou désigne dans son acception la plus générale un sujet qu'il est préférable de ne pas évoquer. On aurait mieux fait de ne pas en parler. Si l'on veut respecter les codes de la bienséance d'une société donnée. Non, oui, mais ça n'a pas... Par exemple, en Occident, la sexualité, la drogue, les excréments mais là, et l'inceste sont des sujets tabous. Mais par rapport à ces petits textes... Non, mais c'est parce que c'est intéressant, c'est effectivement un ajout, qui se relierait et qui dirait, est-ce que c'est parce que cet homme qui est abandonné sur une île exotique, il croit, on peut le comparer à quelqu'un qui serait considéré tabou par les indigènes d'une île polynésienne. Ce ne serait pas impossible. Ça ouvrirait donc des idées sur la lecture par Fourier. Si, il avait lu, mais il avait lu des rapports de voyage, surtout de Bougainville. Mais Bougainville, Cook devait être également publié à cette époque. Ou alors de l'abbé Rénal, il parle de l'abbé Rénal, donc l'abbé Rénal et Diderot également étaient parmi les lecteurs de Fourier, mais je me demande s'il y a une occurrence de tabou, il faudrait chercher s'il y a une occurrence du mot tabou. Il parle une langue à lui, alors vous avez mis à lui inconnu qui est barré, très sonore. Très sonore. Une langue très sonore. Et à lui inconnu. C'est ça, oui, c'est ça. Mais vous avez répété. Oui, les barrés, vous avez eu raison de les mettre, puisque parfois, d'ailleurs, même, ils peuvent être conservés. Qu'il ne connaît, alors très sonore, qu'il ne connaît la langue unitaire, il connaît, lui, la langue unitaire, mais lui, il ne peut pas la connaître, puisque la langue unitaire ne sera, sera en activité en l'an 2000. Voilà, la langue unitaire oui, sera déjà en activité dans l'an 2000, entre parenthèses. Oui. Donc, et le mot tabou, il n'appartient pas à la langue unitaire, il appartient à une langue polynésienne. Donc, je vous rends la parole, alors. Oui, je m'envoie bien. Donc, il y a à la fois, il y a une difficulté là pour lire avec les surcharges. Il y en a une qui est également barrée, parce que vous avez très sonore, mais vous avez un barré, la langue. Ah non, la langue, c'est ça. Il a commencé à mettre une parenthèse, oui, c'est ça. Voilà, la parenthèse, vous l'avez vu. Il a commencé à mettre une parenthèse ici, il termine. Et c'est ça, là. C'est ça. Oui. Ces géants lui paraissent des gens très polis. Mais là, on le voit, leur costume, ils sont élégants et brillants. Oui, alors. Donc, je vous rends la parole, parce que sinon...
allez-y. Je prends la suite. Donc moi je suis Anne Pichard, je suis collaboratrice de M. Gossou. Donc j'ai travaillé avec lui sur le déchiffrage de ce texte. On ne verra pas, on peut bien le voir. Non, on voit bien, non? Moi, ça va. Personnellement, ça va. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Je pense que On vous voit verrez bien un mieux. peu. Je pense que vous verrez mieux. Oui, oui. Donc une fois franchies les difficultés propres à la lecture, ensuite il y a les difficultés propres à la retranscription du texte, évidemment. Surtout quand on passe d'une écriture manuscrite à une écriture dactylographiée ou imprimée, ça demande un travail de réflexion, parce qu'on doit retranscrire une chose qui comporte beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'imprécis, en quelque chose d'un petit peu plus neutre au niveau émotion et beaucoup plus précis au niveau lecture. Donc il y a des choix en permanence à faire. Donc on vous a parlé de l'orthographe, des abréviations, des choses comme ça. Pour l'orthographe, alors quand on s'adresse à un public, disons, non scientifique, évidemment le réflexe serait de retranscrire une orthographe contemporaine. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre enfant comme ceci, on rajouterait le T pour moderniser l'orthographe. Dans le caractère, là j'ai préféré, nous avons préféré garder l'orthographe telle qu'on l'a trouvée, pensant que nous nous adressions à un public scientifique et qui pouvait faire la part des choses, parce qu'en même temps c'est intéressant de se plonger dans l'orthographe de l'époque, dans le style de l'époque. Alors par ailleurs il y a une orthographe qui est propre à Fourier, parce que ceci c'est assez traditionnel, mais il y a des constantes dans des fautes d'orthographe, si je puis dire, chez Fourier. Par exemple, il nous écrit le mot chaos, il nous l'écrit comme ça. Ça nous a demandé un peu de temps pour comprendre, au lieu de comme ça. Il nous écrit apercevoir avec 2 P. Il y a des constantes comme ça chez lui. Donc nous avons décidé de respecter, y compris les fautes d'orthographe. Par contre, comme vous avez pu le voir, comme on vous l'a dit, il n'y a aucun accent. Donc aucun accent, ni grave, ni aigu, ni circonflexe. Donc ça, c'est plus embêtant, parce que ça peut prêter à confusion. Donc, on écrit. Allez hop. E-L-E-V-E. Donc, selon l'endroit où je mets les accents, on va avoir élevé ou élève. Donc, évidemment, ce n'est pas le même mot ou ce n'est pas le même sens dans la phrase. Donc, il faut toujours quand même réfléchir au sens de la phrase. Et c'est pareil, on a choisi de restituer les accents. Bon, c'est vrai que la lecture avec les accents, c'est quand même plus lisible. Et surtout, ça permet d'éviter les ambiguïtés par rapport à ce genre de mots. Et là, il est difficile, celle-là. Et qu'est-ce qu'il y a là dans cette page? Je vais vous en parler un peu plus loin. Je vais y aller petit à petit. Alors, donc, comme on vous l'a dit, il n'y a pas de ponctuation non plus. Parfois, un point d'interrogation, mais c'est très rare. Donc, en ce qui me concerne, j'ai préféré intervenir le moins possible aussi dans la ponctuation, sauf au niveau des points. C'est-à-dire, pour la virgule, elle a un caractère, fonctionnel, mais elle a aussi un caractère aussi émotionnel, rythmique, qui est un peu lié à la voix, au souffle, à la rhétorique. Donc là, si vous voulez, en tant que transcripteur, intervenir là-dedans, c'est donner une version personnelle de la chose. Donc là où ça n'était pas indispensable, j'ai préféré ne pas. Donc j'ai mis des virgules là où il y avait des énumérations de mots, histoire de bien séparer les choses, mais pas de choses, enfin le moins personnel possible. Par contre, alors, pour les points, si on peut venir justement la page 1. Et la toute première page, on a paragraphe 4. Par exemple, paragraphe 4. Ça
Et celui-là, oui. Oui, ça va. Supposons qu'ils... Non, ça commence par supposons. Voilà, supposons. Voilà, celui-là. Donc nous avons, supposons qu'ils ont, alors je parlerai des mots barrés après, qu'ils ont quitté Paris en avril 1806, je le dis en même temps, pour aller s'embarquer à Marseille et aller au Levant. Ensuite, des mots rayés. Faisons naître une tempête, il n'y a absolument aucune ponctuation. Donc c'est tout écrit à la suite, toutes les idées s'enchaînent comme ça à la suite. Donc j'ai mis un point avant le faisons. J'ai mis un point avant... Ils échouent. Bah oui, je peux faire que je... Voilà, j'ai mis une petite, je pense. Ils échouent aux environs du port de Tir, ça se situe, voilà. Ils échouent, ici, vous voyez, ça s'enchaîne, et donc pas de majuscule. Aucune majuscule dans tout le paragraphe. À part les majuscules de vide, donc pour tir, et comme on vous a dit, l'essai, il y a souvent des majuscules sur l'essai, on ne sait pas pourquoi. Mais ça n'indique pas des débuts de phrase. Donc il faut rétablir tout ça. Donc ça implique quand même de réfléchir au sens de la phrase, au sens du texte, et d'intervenir quand même un petit peu. Donc pour les abréviations, on vous a déjà montré et expliqué. Il y a souvent des ambiguïtés, donc je vous ai dit hospitalité, ça pouvait être, ou fraternité, ça pouvait être fraternel. On a souvent l'abréviation pour civiliser ou civilisation, donc il met civ avec 2 points. Il faut toujours se poser la question, et il faut bien reconnaître qu'il y a des questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Il y a des abréviations qu'on n'a pas pu trouver. Vous voyez, on vous a donné l'exemple des AM et des MA, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça n'apparaît pas dans le texte, ça devient impossible. Donc on n'a pas toujours toutes les réponses aux problèmes posés par un texte de cette sorte. Il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir tout lire intégralement et tout comprendre. Il y a toujours des inconnus, et c'est les lectures et les relectures qui permettent aussi de venir à bout des difficultés. Alors, donc, le problème le plus important, c'est souvent tous ces passages barrés. J'ai fait la comparaison avec la peinture. En peinture, on parle de repentir. Quand le peintre a peint quelque chose et qu'il revient dessus. Alors, normalement, quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. Mais parfois, ça se voit, comme chez Watteau, par exemple, où les couches inférieures ressortent. Et là, c'est un petit peu le cas, c'est qu'on a toutes les couches qui se superposent. Et le problème, c'est parfois quelle version choisir. Faut-il laisser les passages supprimés? Et quelle version choisir quand il en donne plusieurs? Et aussi, quelle est la fonction du texte qu'il ajoute? Alors, là, j'avais pris l'exemple de la page... plusieurs, en fait. Oui, photo 3, pas de page. Il y a la page 4. Ah non, ça c'était... Oui, c'est ça. Alors, la page 4. Voilà. Ça, c'est photo 3. Oui. La photo 3. Donc, Photo 3. Oui, alors là, il y en a partout. Non, mais on va la garder parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Donc, parfois, il ajoute des... Voilà, alors il ajoute des textes dans tous les sens. Donc là, on a la chance, c'est écrit, je vais le retrouver. C'est écrit en anglais. Photo 4. Non, c'est la photo 4, ça. Oui. C'est marqué C'est inséré On a égérie en Non, il y a un petit truc par là. Ici, il y a marqué égérie en marge. Ici. Voilà. Ici. Égérie en marge. Où est-ce C'est... Alors là, je sais pas. C'est le dialogue, c'est dans ça, votre c'est le texte? Ça se trouve où? Alors là, je sais pas le... Là, tu dois l'avoir, Constantine. Ou le bain. C'est à la fin de ce paragraphe. À la fin de ce paragraphe. À la fin de ce paragraphe, C'est ça. que vous lisez, il y a marqué ici... Et ensuite, Madame, permettez-moi de dire que vous me jugez bien mal. Alors, il y a des barrés, Oui. de sorte que, Madame, permettez-moi... Non, mais... Non, c'est juste le paragraphe en dessous. À la fin de ce Et paragraphe, ensuite,
À la fin de ce paragraphe, C'est en dessous. voilà, tout en fait en dessous, il y a marqué égérie. Morillier, vous mettez Morillier illisible. Parce que Et parfois, ensuite, à 4, non, hein? juste après, à la fin, Ah, je ne vois pas. égérie. Non, non, Dans la marche de travers. voilà, c'est ça. Voilà. Il y a marqué ici. Égérie en marche. Ici, là, il y a marqué égérie Oui. en marge. Oui, mais c'est Voilà, ça, c'est dans la marge. Voilà. Égérie en marge. Voilà, c'est- Voilà. Non, non, mais ça, c'est écrit dans le texte. Dans la Ça, marge. c'est écrit dans le C'est texte. écrit dans le texte ici. Les dames de votre temps étaient donc bien Voilà. blancs. C'était le... Égérie en marge, c'est écrit ici. Oui. Dans le Égérie, c'est ça. Donc maintenant, si vous grossissez, si vous rediminuez... Égérie en marge. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est écrit ici. Et en fait, ça renvoie à ce paragraphe qui est écrit Ah, ici. c'était là alors. Oui, Oui, c'est là. ça renvoie à ce Ah, paragraphe c'est ça. ici. Donc c'est là où il y a les dames de votre temps étaient Voilà. donc Voilà, bien, c'est ça. Voilà, voilà. étaient donc bien un blanc. Chez nous, Aristippe et Voltaire et toute l'heure ne seraient admis chez aucune femme avant qu'ils n'eussent fait abjuration de leurs préceptes. Alors, je sais si vous avez la C'est là, Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ce paragraphe. C'est ce paragraphe. Oui. Non, c'était la photo suivante. Non, c'est 5, pardon, c'était la photo Cinq. suivante. Donc, une fois qu'on a lu ce paragraphe-ci, il faut ensuite Et introduire... donc vous revenez alors ensuite. On revient au texte, mais texte en marge ici. Alors ça, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faut tout déchiffrer et après, il faut remettre dans l'ordre. Parce que parfois, donc, il écrit comme ça, parfois, il renvoie avec Et un oui, c'est bidon, particulièrement. et parfois, il met à côté, Ah oui. en se prolongeant dans le texte, comme ça. Bref, Ah oui, c'est... petit travail de fourmi. Non mais ça titanesque. ça implique de lire Et absolument. là, il y a les ophianques. Les ophianques, où est-ce que les ophianques Ou épicure. C'est dans le dialogue de Tata. sont la même chose à nos yeux? Où est-ce que vous avez mis les ophianques? Les ophianques. C'est dans ce texte. Égérie Tiens, en mais marche. qu'est-ce que ça existe, ça, les ophianques? Ou épicure sont la même chose à nos yeux. Oui, c'est d'autres choses. C'était là où il y a ce passage que vous avez lu. C'est dans le texte. Oui, Et ici, au fianc. il est bon de vous dire que nous confondons. Il est là. C'est ça. Et Voilà, c'est là. vous pouvez pas le Les ophianques grossir. ou épicures. Vous pouvez pas le grossir. Je suis pas sûr que ce soit lisible. Et on Ce le sera voit. pas Ça va pas être lisible. évident, parce que c'est déjà... C'est On s'est déjà déjà un peu arraché les yeux. Ah, et puis- non, on voit épicure. Non, on voit épicure. Non, c'est pas épicure. Là. Ah si, ça c'était... Ah, si, si. Si, ça c'est l'épicure. Vous avez épicure. Oui. Ah oui, oui, oui. E, B, Ah, si, si, ça se produit. E, B, C, U, R, Et E. les autres. Non, il faudrait- Les autres. Moi, je pense Voilà, voilà. que ça serait plutôt les spectateurs d'Orphée, peut-être. Les Orphes, il n'y a pas Orphée, Non, parce que là, donc on a O, P, H, Y, A, N, Q, U, E, S. Il faut le savoir. Ça veut dire Non. les Orphes. Parce que Alors, c'est il faudrait O. voir plus en grec, puisqu'il y a un mot. Alors, les adorateurs du serpent, Non. les ophiantes, ça n'a pas C'est une bonne de question. réalité. On regarde sur Internet, René. Sont la même Ça, c'est chose un à peu- nous. c'est pas Parce qu'on le laisse. On peut le lire. Les Ils ophianques. viennent. Les ophianques ou Parce épicures. que Ils sont la même chose à nos les yeux. Fourier ne se pique pas d'érudition particulière, mais en général, ils prennent quand C'est même surtout ces que mots j'ai- dans Ce mot est grec et il vient d'une racine qui signifie serpent et il a une connotation religieuse. Ophianque. Oui, Chouette, on a un grec. Ah, c'est du grec. Oui. Ça sert à rien. Parce qu'ensuite, il y a aussi Quelle assemblée d'érudits. c'est le serpent. Ah bah voilà. parce qu'en dessous des piqûres, nous n'y voyons encore que des oppresseurs des femmes du sexe. Et il y a une sorte là, épate. On dirait qu'il y a épate et épatie. Ici. Épatie, là. Ça, c'est Ça, c'est épiménide, Épiménide. en abrégé.
C'est Épiménide. Épiménide, en abrégé. Un abrégé. E-P-I-M. Un abrégé. Et qu'est-ce que c'est? Épiménide. Épiménide, c'est le nom. Les noms. Il nous a écrit ceci. Il nous écrit jamais les noms en Non, il entier. va à chaque fois remettre. Il nous écrit ceci. Parce que juste après, Voilà. Et ça, on sait que c'est Épiménide. Oui, parce que c'est un dialogue. c'est Épiménide qui C'est le dit Épime. alors. Épime. Donc, Voilà, parce que c'est lui qui répond. pour Épiménide. Je serai. Je serai fort empressé. Ah, Donc ça, c'est comme dans une pièce de théâtre. Il a mis le nom du protagoniste. Voilà. Et donc, il nous met ceci. Et ça, il faut savoir que c'est hyper. Mais il nous met hip. Et Géry, je pense qu'il l'écrit en entier. Non, des fois, c'est EG. EG. Et là, vous l'avez transcrit, et qu'est-ce qu'il dirait alors? Je serai fort empressé de débattre cette question avec vous. C'est ça. Mais non, j'ai essayé là. Oui, Là, après, Je ne peux pas le donner. oui, oui. j'ai écrit. Voilà. Là, oui, Je serai. Là, il a mis ravi. Et là, qu'est-ce que c'est? Ravi. Il y a ravi. Ravi, il a barré. Fort empressé ensuite. Non, je sens comme ça. Non, enfin, il Non, va dans au le sens. sens. Dans le sens. Voilà. Je vous convainc. Voilà. Pas si. Alors, Oui, juste un peu avant. juste un peu avant. Oui, voilà. Comme ça. Je serai Ah, c'est ça, et de vous convaincre. fort empressé de débattre. Voilà. Mais c'est là. Voilà. Alors, donc, parfois il règle les clés. C'est difficile à dire celui-là. Oui, là, parfois on arrive à les lire parce que Le débat, c'est ça. c'est possible. Mais parfois, c'est compliqué. Et de vous convaincre que je ne suis pas loin, Faire venir un graphologue aussi. que je ne suis pas, que loin d'être l'ennemi des femmes, je suis leur zélé partisan. C'est ça. Je suis leur Partisan, ça on le voit, partisan, oui. Je suis leur Ça, zélé ça, partisan. c'est- Oui, là, par exemple, Ah oui, vous c'est avez- intéressant parce que pour arriver à lire ça, je dois dire vous que voyez que tous les mots sont attachés là, par je exemple. suis là c'est tout à fait. Voilà. Et ensuite, à nous à savoir Oui, couper ou Je suis- tous les mots se tiennent. Oui, voilà, mais je Et suis. oui. Alors, on reconnaît le S à Oui. l'ancienne. Donc le Z, zélé, Et là, on le dirait P. que la main a été. Oui, ça y est, écrit très vite. Touchée, oui. Ah oui. C'est étrange. Là, il a tout attaché. Il a tout attaché. Oui, ça fait partie des petits défis. Métier. Là, chapeau. Parce que là, je sais pas comment. Parce qu'il y a embarré que nous Ça a jamais n'admettons été pas de édité. différence Non, entre on les comprend pourquoi. Et oui, à cause de ça. Mais parce qu'en plus, c'est inachevé. C'est inachevé. comme ennemi des femmes et de la vérité. Donc, chaque fois que j'ai compris. Ah, le fait d'être inachevé, C'est c'est de pas travail quand d'édite. il est imprimeur. Ah, oui, il n'a pas tellement. Là, je trouve ça parce qu'on a. Oui, oui, oui. Non, c'est un petit peu comme. Inachevé, c'est pas fini. Mais si, on a su que de travail de Oui, oui, pas mal. ça veut dire ça. Il n'y a pas de fin. Là, je trouve ça. Je la crois trop honnête. Il n'y a pas de fin, c'est ça, c'est inachevé. Oui, c'est inachevé. Non, oui, c'est pas vraiment fini. Il n'y a pas de fin. Non. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a une fin, mais qui semble provisoire, et il n'y a jamais eu de suite. Donc, on a vu des exemples de rajouts dans la marge, avec des renvois plus ou moins clairs. Plus ou moins, ce n'est pas toujours clair. Mais on a vu des exemples de mots barrés et avec une modification. Mais alors là, on a des exemples de versions multiples. Mais tant que ça se reprend, oui. Donc là, il donne des versions multiples. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Tabou, il est possible en effet qu'il y ait des versions, qu'il ait repris tout de suite, mais il est possible aussi qu'il soit revenu sur son texte plus tard, parce qu'il y a des endroits, on va voir, où l'écriture est quand même assez différente, et l'encre apparaît assez différente. Donc il est possible qu'il soit revenu sur son texte à plusieurs reprises, Ah oui, c'est et ça. qu'il ait noté des idées
supplémentaires qu'il a écrites au-dessus, mais il n'a pas fait de choix précis. Donc là, par exemple, on a les deux options possibles. Il y a eu un premier jet qui disait « Je la crois trop honnête femme ». Et puis au-dessus de trop, il a finalement écrit une très honnête femme. Donc on a le choix entre deux versions qui sont évidemment exclusives. Il faut choisir ou l'une ou l'autre. Si on veut éditer, hein, je parle toujours dans la perspective. Donc nous avons choisi de mettre les deux versions parce que ce n'est pas à nous de choisir. Mais dans la perspective d'une édition, évidemment, il va falloir faire son choix. Donc soit on garde le premier jet en se disant bon, ben, il l'a pas rayé après tout. Soit on garde la deuxième version en se disant mais il est quand même revenu dessus, il a introduit une autre idée. Donc voilà, nous avons laissé les deux. En général dans la transcription, on a mis entre crochets une des deux versions. Donc on les a mises à la suite avec une des deux versions entre crochets. Pour montrer que ça sera plus simple. Allez-y. Non, de toute façon. Et là, oui, mais c'est la plaisanterie, qu'est-ce qu'il y a? La plaisanterie, qu'est-ce qu'il y a? La plaisanterie. Où est-ce que ça se trouve? Oui, la plaisanterie. Oui. Donc on laisse comme ça. Donc après vous choisissez. Donc là, en général, j'ai laissé la première version comme ça et la seconde entre crochets. Après, on peut choisir d'en supprimer une. Alors là, bon, là c'est seulement un mot, mais parfois c'est plus long. Les paragraphes entiers. Donc si je peux voir la photo 16. Normalement, ça va être ça. Non, ça c'est 11. 16. Alors, 16. En bas de page. En bas de page. L'avant-dernière Ah oui. réplique par Là, c'est ici. Alors voilà, par exemple, alors donc ici, Et là aussi. ici on a trois textes. Donc on voit bien, là par exemple, on voit bien qu'il y a une écriture qui est différente. Donc s'il avait pris sa page pas tout à fait dans la même position, c'est son écriture à lui, très, très certainement. Elle ressemble beaucoup. Et à quel endroit ça se trouve, ça? Pas du tout installé. Alors là, c'est... Alors ça, c'est une bonne question. Donc, il raconte que Où ça se trouve? nous avons point de philosophe. Nous n'avons pas de philosophie. Sinon, Et il faut bien que... À quel endroit ça se trouve? C'est quoi la phrase? Il faudrait. on est en train de chercher. On cherche. On vous la Parce cherche. que j'ai pas mon... C'est pas possible parce que ce n'est pas mis à la suite. Non, ce n'est pas... On peut pas. C'est une réplique d'Hipparque. Oui. Hipparque. Il faut bien. C'est Hipparque. Je voulais trouver, attendez. C'est celui-là. C'est bien là-dessus. Je voulais trouver en forme. Non, tu vois bien là. C'est... Mais non, mais parce qu'en fait, c'est pas les numéros. Oui, je sais, c'est mais, bon. Ah, d'accord, oui, ok. mais je peux le trouver comme ça. Ah, d'accord. Il faudrait voir avec quoi ça correspond. C'est ça, c'est la deuxième. Non, ça c'est trop loin. C'est... Il y a rien. Nous n'avons point de philosophe. Ah bah oui, bien sûr. Bah voilà, c'est ça. Et Jaffar, ah, c'est ça, quelqu'un qui avait Jaffar, dans l'ordre combiné, en l'an 2000, son voyage de Tyr à Sidon. C'est les seules choses que je peux dire. Bon, pourquoi vous avez fait cette éteinte? Pour mieux voir, René. Ah oui, vous n'y verrez pas, vous. Si, vous inquiétez pas, c'est bon. Bon, et bien alors nous avons cette séance-là de travail véritablement scientifique, au sens littéral même du terme, puisque ce sont des décrypteurs de documents et archivistes et qui nous ont permis
de déchiffrer ce texte de Fourier. Je pense que le mieux, étant donné que Constantin Hirodotou, qui est l'inventeur, si l'on peut dire, c'est-à-dire l'initiateur de cette mise au clair du songe du réveil d'Épiménide, en fera également un commentaire analytique et philosophique. Je pense que le mieux serait de donner la parole. Aujourd'hui, XVIIe siècle. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, de nombreuses abréviations qui sont utilisées et que le paléographe doit connaître. Une des abréviations, c'est ce qu'on appelle le neuf-chironienne, ceci, donc, qui veut dire comme, C-O-M, ou quand, C-O-N. Ici. Troisième difficulté, la datation du document. Donc, on va essayer par le biais de l'écriture, par le biais du papier, de dater le document. On va essayer aussi de le dater par le biais des filigranes. Donc voilà, 3 difficultés pour comprendre. Qu'en est-il pour Charles Fourier? Alors Charles Fourier, c'est une écriture typique de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Son orthographe, je suis généalogiste depuis une douzaine d'années et je travaille principalement sur Midi-Pyrénées. Et donc, Constantin Hirodotou m'avait demandé de lui transcrire des écrits de Charles Fourier. Puis, au vu de ce qui a été transcrit, il a pensé à ce séminaire. Alors, peut-être tout d'abord une petite définition de la paléographie. La paléographie est l'étude des écritures manuscrites anciennes, quelle que soit la langue utilisée. Trois difficultés nous empêchent souvent de lire les documents anciens. La graphie d'une même écriture qui évolue à travers le temps. Je vous ai mis un exemple par exemple, de la lettre E. Donc notre lettre E, telle que nous l'écrivons, c'est celle-ci. Au XVIIe siècle, c'est ceci. Vous voyez vraiment la différence. En premier lieu, à Stéphane Causson et Anne Pichard, qui sont nos invités et qui font la faveur d'être venus pour présenter les résultats de leurs recherches. Et je vous donnerai donc tout de suite la parole. Et ensuite, c'est ça, il faut faire vite, parce que Causson doit prendre l'avion. Ouh là là, malheureux, c'est affreux. Alors, dans ce cas-là, il faut... Et où il est cet avion? Il faudrait le voir. Il y avait quelque chose de très bien. Il y avait un homme que l'on voyait hier qui descendait au-dessus d'une centrale nucléaire, non pas en avion, mais en une sorte d'appareil qui était absolument terrifiant et qui lui permettait, qu'il a fait prendre d'ailleurs, et qui lui permettait de voler. Bon, puisqu'on ne dispose pas de cet ascenseur, de cet appareil, qui est d'ailleurs tout à fait fourriériste dans sa conception, cette aile volante, cette sorte d'archibras, qui ressemble à un archibras fourriériste, on vous donne la parole tout de suite. Alors, monsieur Causson, vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane.
les lettres beaucoup mieux, si vous l'avez pris sur l'ordinateur. Parce que là, on ne peut pas le voir présenté comme ça. Et est-ce que vous avez le titre où il y a le songe d'Épiménide? Oui, Mais c'est la première page. il faudrait le mettre dans un zoom, alors, quelque chose qui soit plus gros, alors. Plus gros, parce que moi, je ne vois pas du tout. Tout à l'heure, on voyait, c'était plus illuminé, on voyait mieux. Donc je descends aussi, là, et puis en 2, 3, et ça marche normalement. Oui, je pose. D'accord. D'abord, Ah voilà, là par exemple, on commence à voir, oui. On voit par exemple hospitalier, là. On voit hospitalier, on le voit bien mieux dans le coin. Ah, c'est ça, le réveil, et bien là on voit, est-ce que vous voyez derrière? On le voit. Dans l'ordre combiné, en l'an 2000, réveil d'Épiménide. Mais il y a quelque chose après, réveil d'Épiménide, et